au plus 237 693 589 668. Sur Skype, For You TV. For You Télévision, votre nouvelle chaîne panafricaine qui vous offre une autre vision du monde. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur For You Télévision. C'est parti pour 45 minutes avec vous pour parler d'une actualité particulière, notamment d'ailleurs la visite de Macky Sall, président sénégalais, mais également président en exercice de l'Union africaine du côté du Mali. Il s'est entretenu avec le colonel Assimi Goïta. C'était pour parler des questions d'intérêt commun, mais également pour affirmer sa solidarité et son soutien à la lutte contre le terrorisme sur le territoire malien. Un prétexte parfait pour nous pour interroger en cet après-midi justement la lutte contre le terrorisme dans le Sahel et si l'Union africaine s'y mettait. Et pour éplucher la question cet après-midi sur For You Télévision, eh bien je suis accompagné du docteur Freddy Lakmé. Il est géostratège mais également enseignant à la FSJP de l'Université de Douala. On en parle également avec Souleymane Hamzat qui sera avec nous via notre connexion. Voilà, on en parlera avec lui qui est expert en question de terrorisme et consultant en question de sécurité. Bienvenue à tous dans ce programme. Bienvenue également à vous, docteur Freddy Lakmé, qui est déjà sur ce plateau. Merci Madame Legout. Bonsoir à tout le monde et bonsoir, n'est-ce pas, à l'équipe technique de For You Média. Alors je suis très content, n'est-ce pas, d'honorer pour la première fois ce joli plateau de télévision et il me semble également que c'est une maison où justement on fait des débats de nature panafricaine. En effet. Alors je pense que comme je suis invité, il va falloir donc que je déploie justement ma nationalité panafricaine dans un champ scientifique et holistique également. Donc je pense qu'en réalité, je suis prêt déjà pour faire des analyses sur ces questions qui, d'ailleurs, n'est-ce pas, me chagrinent et me taraudent l'esprit tous les jours sur la question du Mali. Déjà, je suis très fier lorsqu'on parle du Mali. Infiniment merci à vous d'être venu sur ce plateau. On va également recevoir Souleymane Hamzat qui est déjà bien en place avec nous. Bienvenue. S'il nous reçoit, en tout cas, on reviendra vers lui. Justement, docteur Freddy Lakmé, vous qui êtes avec nous ici sur le plateau, et vous l'avez dit, vous êtes très attaché aux questions maliennes. Comment déjà interroger la visite de Macky Sall, le président en exercice de l'Union africaine du côté du Mali, déjà pour planter le décor? Est-ce qu'on peut dire que cette visite pouvait porter du fruit ou alors aura des enjeux particuliers? Déjà, il faut comprendre quelle est la nature de cette visite. Est-ce que ça serait, n'est-ce pas, dans un champ diplomatique ou alors dans un champ géostratégique ou alors géopolitique? Parce que le chef d'État, justement, Macky Sall, est aujourd'hui, n'est-ce pas, une personnalité à double casquette lorsqu'il se déploie pour le Mali. En tant que chef d'État, c'est-à-dire président du Sénégal, et en même temps en tant que président des instituts de l'Union africaine. Alors, s'il faut revenir même sur cette question de l'Union africaine, qu'est-ce que l'Union africaine déjà? Et que représente justement le président des instituts de l'Union africaine? Est-ce que le président de l'Union africaine a la charge, n'est-ce pas, de défendre les intérêts des États africains? Alors, tout à l'heure, vous avez dit que la nature de cette visite était justement de discuter sur des questions de terrorisme. Mais je crois que l'Afrique, depuis plusieurs années, justement, est dans la léthargie des conflits à caractère terroriste et même à caractère géostratégique. Il faut déjà relever quelque chose. Les terroristes ne sont pas venus en Afrique au hasard. Les terroristes, n'est-ce pas, ce sont des acteurs qui sont parfois instrumentalisés pour mener des actions outillées ou alors recommandées par des multinationales et même des puissances internationales qui voudraient justement créer des zones de non-droit sur le territoire africain afin, n'est-ce pas, de participer ou alors d'exploiter illicitement des ressources naturelles. Parce qu'il faut dire la vérité, toutes les guerres sont à caractère économique. Toutes les guerres, pour la plupart en Afrique, sentent le deuil du pétrole. C'est pour dire que ces guerres, justement, sont dans la logique géostratégique et même géopolitique. Au même moment, s'il faut parler de terrorisme, effectivement, il y a des porteurs d'actions terroristes qui sont motivés par des enjeux idéologiques. On les appelle en arabe des khawarij, c'est-à-dire des personnes qui sont radicalisées dans la religion. Ils ont dépassé la borne normale
à cause de la mauvaise compréhension et les mauvaises études, ils se radicalisent et pour des enjeux les enjeux idéologiques, ils se mettent donc dans des actions inhumaines. Mais cela est très rare en Afrique parce que toutes les batailles ou alors les actes terroristes en Afrique géographiquement corroborent avec aussi la même géographie minière dans tous les secteurs africains. Je prends le cas de Boko Haram au Cameroun. Boko Haram au Cameroun, à l'extrême nord par exemple, se trouve dans quelle zone? La zone de l'extrême nord au Cameroun est une zone très riche en ressources naturelles. Et on y trouve également le Kolomo Tantatil, une matière grise, n'est-ce pas, qui est très prisée actuellement pour l'électronique. C'est avec cette matière grise qu'on fabrique les tactiles que vous voyez un peu partout. Donc vous voyez que le Cameroun également est dans cette logique. Donc, quand on parle de terrorisme, déjà, il faut comprendre que de manière globale, ce sont des acteurs qui sont instrumentalisés soit par des multinationales, soit par des puissances nationales. Bref, par des acteurs internationaux. Pour revenir donc à la visite de Macky Sall, oui, il faut comprendre que Macky Sall s'inscrit, n'est-ce pas, dans une logique géodiplomatique. Parce que il y va d'abord un peu comme quelqu'un qui est recommandé par une institution. Et l'Union africaine est une institution qui est justement financé à 70% par l'Union européenne. Est-ce que vous voyez l'amalgame? Ça veut dire que tout président à l'exercice de cette institution sera toujours, n'est-ce pas, tagué de gauche à droite par l'Union européenne. Surtout, il est envoyé dans un champ où les intérêts de la France sont menacés. Pourquoi menacés? Parce que Assimi Goïta est en train de mettre sur pied une émancipation stratégique qui va permettre à ce que le Mali devienne un État indépendant. Donc le Mali est en train de couper les liens avec la mère patrie coloniale pour s'attacher, n'est-ce pas, à une puissance nucléaire stratégique pour ses intérêts. Oui, donc, voilà pourquoi on peut dire que aujourd'hui, cette mission est corroborée, n'est-ce pas, de plusieurs enjeux. Déjà dans un cadre diplomatique et aussi dans un cadre géopolitique. Diplomatique, pourquoi? Parce que il faut négocier pour la paix, c'est diplomatique, c'est normal. Ça fait partie, n'est-ce pas, de la sous-région ouest-africaine. Et Macky Sall, en tant que président de l'exercice, et même en tant que représentant de la sous-région également, a intérêt, n'est-ce pas, à ce que la paix revienne au Mali. Maintenant, géopolitique, parce que l'Union africaine est une institution para-européenne, je vais dire ça comme ça, parce que vous ne pouvez pas prétendre qu'une institution est financée à 70% par une autre institution et prétendre que cette institution représente, n'est-ce pas, un autre, pourrait, n'est-ce pas, défendre les intérêts du continent africain. Est-ce qu'aujourd'hui, cette visite de Macky Sall n'était pas également pour prouver justement que l'Union africaine peut embrasser aujourd'hui le Mali, même si on ne l'a pas vu soutenir totalement le Mali à la venue d'Assimi Goïta justement au pouvoir, et de même lorsqu'on a vécu les sanctions tout simplement de la communauté de l'Afrique de l'Ouest? Il faut noter que l'Union africaine, justement, n'avait pas soutenu l'arrivée d'Assimi Goïta, mais il faut comprendre en même temps qu'à un moment donné, il faut briser justement un régime par la force. C'est ce qu'on appelle le coup d'État nationaliste. Pourquoi? Parce qu'on fait chuter, on évince, n'est-ce pas, un régime pour mettre sur un régime qui sert les intérêts coloniaux, autant pour moi, pour mettre sur pied un régime qui sert les intérêts de la nation, les intérêts des peuples locaux, c'est-à-dire les intérêts qu'on qualifie, n'est-ce pas, de coup d'État nationaliste. Donc c'est un coup d'État qu'il faut saluer. Donc le colonel Assimi Goïta est dans un rôle de nationaliste et de leader qui porte justement des idéologies qui vont faire en ce que le Mali soit un État indépendant, un État souverain, un État respecté comme à l'époque de l'Empire du Mali. Tout le monde connaissait la ville de Tombouctou. Alors, Assimi Goïta est dans ce rôle justement de faire revivre cette nature malienne. Donc, l'Union africaine, justement, c'est à travers des résultats que nous allons comprendre effectivement si l'Union africaine est dans une logique de paix ou alors dans une logique, n'est-ce pas, de pouvoir embrouiller comme d'habitude. C'est à partir des résultats, seuls les résultats justement vont nous prouver que l'Union africaine est sincère cette fois. Parce que vous ne pouvez pas soutenir, n'est-ce pas, l'arrivée d'un leader qui porte justement en lui des germes du développement, des germes du nationalisme et des germes, n'est-ce pas, de l'indépendance politico-économique et même sociale et surtout culturelle. Et vous venez dire aujourd'hui que non, vous allez le soutenir. C'est à partir des résultats qu'on va voir, parce que c'est aussi un piège. Et il y a beaucoup de choses également qui vont se dire entre Assimi Goïta et Macky Sall et qui ne seront pas publiées. À travers donc les analyses et la méthode géopolitique, on pourra donc essayer, n'est-ce pas,
de dénicher ou alors de décrypter quelques informations qui pourraient paraître vraies ou fausses, on ne sait jamais. Quand on fait la science, c'est à partir des résultats qu'on se rend compte qu'on est sur le bon chemin, ou alors peut-être on est passé à côté. Mais déjà, il faut comprendre que Macky Sall est motivé forcément par l'Union européenne. Vous savez que toutes les questions africaines au sein de l'Union européenne sont portées par la France, et même à l'ONU. Parce qu'à partir de De Gaulle a arraché, n'est-ce pas, le leadership de tous les États africains pour parler à leur nom aux Nations Unies. Et c'est ce que la France est en train de faire aujourd'hui à travers l'Union européenne. Donc ce qui fait que, comme l'Union européenne finance cette résistance à 70%, ça veut dire que la France a influencé et même instrumentalisé Macky Sall pour voir dans quelle mesure aller négocier avec Assimi Goïta. Parce qu'il s'est radicalisé contre la France et tout le monde voit. Il a embrassé la Russie pour lutter contre la France. C'est une logique et géostratégique qu'il faut beaucoup saluer. Pour dire quoi? L'ami de mon ami n'est pas forcément mon ami, mais l'ennemi de mon ennemi, il peut être mon ami. Donc, Assimi Goïta embrasse la Russie, qui est un ennemi de la France, pour combattre, n'est-ce pas, son meilleur ennemi qui est la France. Pour l'instant, on ne va pas dire que la Russie est meilleure, la Russie vient comme notre sauveur, notre messie, mais il faut aussi reconnaître que la Russie n'a jamais exploité un État africain jusqu'à nos jours. D'accord, on va rester dans notre ligne. On va rester dans notre ligne, docteur Lagmé. Nous sommes en compagnie également de Souleymane Hamzat, je le rappelais tout à l'heure. On a l'habitude de le contacter pour les questions, car il est expert en questions de sécurité, mais également en problématique de terrorisme. Alors, vous êtes finalement placé avec nous dit la technique cet après-midi. Eh bien, monsieur Hamzat, on a eu l'habitude de s'interroger justement sur le soutien de l'Union africaine au Mali ou alors aux différents pays qui sont aujourd'hui en proie à l'insécurité, il faut le dire, du côté du Sahel. Jusqu'à aujourd'hui, on peine quand même à comprendre ce qui coince. Alors, peut-être pour situer ma question avec vous en cet instant, lors de sa visite au Mali, le président Macky Sall a rappelé son soutien et sa solidarité au Mali, mais également, il a appelé tous les États africains à apporter cette solidarité, à apporter ce soutien au pays malien pour la lutte contre le terrorisme. Alors, on s'interroge aujourd'hui, pourquoi l'Union africaine peine à s'y mettre dans ce combat contre le terrorisme? Qu'est-ce qui coince pour que les États africains se mettent ensemble en toute symbiose? Merci, Madame Bégoudé. Est-ce que vous me recevez parfaitement? Parfaitement. Merci. Merci à vous de m'inviter à cette émission. Bonsoir mon copanéliste, bonsoir à la Galaxie patriotique panafricaine et surtout bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous savez, pour en venir à votre question, il faut s'interroger déjà sur l'origine du terrorisme. Comment dirais-je, les facteurs qui ont conduit, n'est-ce pas, à l'expansion du terrorisme. Et ensuite, quelle a été la réaction depuis lors de l'Union africaine par rapport à la lutte contre le terrorisme. Mais il faudra encore remonter plus loin pour aller s'interroger sur l'incapacité de l'Union africaine, n'est-ce pas, à créer une armée. Ça date de plus de 25 ans. Le terrorisme n'était pas encore né, en tout cas pas en Afrique. Alors, si nous prenons ce ramassis de questions, cela nous envoie à une analyse aussi bien sur la forme que sur le fond. Pour ce qui est de la visite du président Macky Sall, il faut s'interroger sur, n'est-ce pas, cette hypocrisie politique qui consiste à frapper un État, lui imposer un embargo, n'est-ce pas, à lui, à ses dirigeants et surtout à son peuple. On sait bien que ce ne sont pas les dirigeants qui souffrent des embargos, ce sont plutôt les populations. Et revenir 7 ou 8 mois plus tard, soi-disant vouloir légitimer ce même régime, alors qu'il se cache maintenant, et là je plonge sur le fond, n'est-ce pas, un agenda caché. Il n'y a qu'à lire, n'est-ce pas, dans les derniers mouvements au niveau de la CEDEAO, à savoir la visite du président Macron. D'où est partie d'ailleurs l'idée d'une force anti-putsch qui, en inadéquation totale avec ses pairs de la sous-région, a été une décision arbitraire. Il faut ensuite aller s'interroger sur la visite du président Embalo au Sénégal tout dernièrement, lors de laquelle, bon, c'était un huis clos
rien n'a filtré comme déclaration, c'est à croire qu'il fallait se voir pour ne serait-ce que converger leur point de vue. Sur quel calendrier et à quelle fin? Écoutez, ni la CEDEAO, ni l'Union africaine, en tout cas dans son entièreté, n'est au courant, encore moins les populations que nous sommes. Et enfin, il faut s'interroger ensuite sur le comportement de l'Union africaine, fixe la CEDEAO ensemble vers l'Ukraine. Qu'est-ce qu'ils puissent exiger de la CEDEAO et de l'Union africaine qu'ils veuillent rendre visite au président Zelensky? Alors, il y a un agenda, ma foi, qui est caché, qui à tout point de vue mérite analyse, mérite expertise, et cela n'augure pas d'un lendemain meilleur. Moi, je considérais cette visite comme un non-lieu, un non-sens, n'est-ce pas? Pardon, un non-sens, un non-événement, et surtout une hypocrisie politique à nul autre pareil. Plateau, on en parlait, mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire que justement 7 mois plus tard, l'Union africaine essaye peut-être de se racheter, de montrer que finalement elle soutient les pays africains comme elle l'a souligné tout à l'heure en parlant du Mali. Est-ce qu'on ne peut pas voir ça comme un aveu finalement? Je ne pense pas, parce que se rattraper, c'est trop dit, c'est même trop facile pour justifier l'action de l'Union africaine. Déjà, le frère l'a dit tout à l'heure qu'il y a eu plusieurs actes terroristes en Afrique, mais on n'a jamais vu l'Union africaine. Et même, où est l'armée de l'Union africaine? Parce que c'est déjà à là qu'il faut poser des vraies questions. On ne peut pas prétendre résoudre une crise alors qu'on n'a pas déjà les fondamentaux, n'est-ce pas? On n'a pas les piliers même de la sécurisation. L'Union africaine n'a pas un enjeu sécurocrate. L'Union africaine n'a pas une vision sécurocrate. L'Union africaine, Mohamed Kadhafi voulait mettre sur pied une armée de l'Union africaine dont la base serait à Douala, constituée de 2 millions de soldats. On n'a jamais publié l'information. Et pourquoi le site de Douala était choisi? Parce que Douala, dans le golfe de Guinée, est la ville la plus stratégique pour toutes les puissances internationales. Déjà, je vais vous donner une information. Les tanks américains sont à 2 semaines de Douala. Sont à 2 semaines de côte de Douala. Ça veut dire que pour les États-Unis, ils peuvent atteindre, n'est-ce pas, Douala sans problème, sans difficulté. Et ils peuvent même être les premiers à occuper les côtes de Douala si il faut reconquérir l'espace passé. Ça qui s'agit aujourd'hui. La Chine est présente, tout le monde est présent, mais cette fois-ci, nous sommes, n'est-ce pas, dans une nouvelle remondialisation. Et la Russie ne voudrait plus être absente sur le champ africain, même un peu partout ailleurs. C'est pourquoi vous voyez donc une forte présence de la Russie. Peut-être l'intention de la Russie n'est pas de coloniser, parce que la Russie n'a pas besoin de matières premières, puisqu'elle en a déjà sur son territoire, sur son sol. Mais la Russie a aussi un enjeu, n'est-ce pas, d'empêcher que les autres puissances internationales ne continuent, n'est-ce pas, de piller l'Afrique pour pouvoir justement atteindre son niveau nucléaire. Et ça, on se comprend. Pour fabriquer une bombe nucléaire, la Russie n'a pas besoin de venir en Afrique. Mais pour les États-Unis, ils en ont besoin. Déjà que les 2 bombes que les États-Unis ont envoyées sur Hiroshima et Nagasaki en 1945, les États-Unis, pour fabriquer cette bombe, avaient exploité, n'est-ce pas, 1500 tonnes de cathode de cuivre dans un petit village appelé Chikolombwe, dans le Katanga, en RDC. Donc vous comprenez que les États-Unis, en même temps, sont venus en Afrique plus tard. Ils ont essayé, n'est-ce pas, d'apporter des mesures de sécurisation. En 2006, par exemple, on avait vu avec le renouvellement, n'est-ce pas, des élections en RDC et autres, Bush était présent. Pourquoi? Parce que leur intention est d'empêcher à la Chine d'atteindre aussi ce niveau d'exploitation des matières premières pour pouvoir aussi avoir une bombe atomique, une bombe nucléaire. C'est ça le problème des États-Unis. Ce n'est pas parce qu'ils aiment l'Afrique. Donc ils sont venus pour contrer les visées expansionnistes de la Chine en Afrique. Est-ce qu'on comprend? Donc pour que les Chinois n'atteignent pas leur niveau nucléaire, parce qu'on a besoin des matières premières. Les États-Unis ont fait la même chose, n'est-ce pas, au Japon en 1945. C'est-à-dire que le Japon avait atteint un niveau technologique très élevé, était considéré comme la 2e puissance technologique après les États-Unis en 1945. Et les États-Unis savaient que, ayant atteint ce niveau technologique, ils auront besoin forcément des matières premières. Et les voies d'accès pour avoir les matières premières pour le Japon, vous voyez sa position stratégique, c'est un État qui est, n'est-ce pas, encerclé, n'est-ce pas, par l'eau. Donc, le Japon devait passer par l'Inde. Les États-Unis ont corrompu l'Inde néerlandaise
c'est-à-dire la Hollande qui exploitait, qui colonisait une partie indienne, a été corrompu par les États-Unis d'empêcher la pénétration japonaise pour avoir accès aux matières premières. C'est ainsi que les Japonais vont contourner pour aller à Thaïlande à pile à bord. Ils seront donc butés par les navires américains. Et les États-Unis est en train de pousser le Japon à la faute, est en train de provoquer et pour que le Japon réagisse afin, n'est-ce pas, de larguer les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. C'est la même chose que les États-Unis sont en train de faire aujourd'hui avec la Chine. Empêcher à la Chine de pénétrer l'Afrique et exporter les matières premières. La Russie donc s'invite aujourd'hui pour proposer même à l'Afrique quelles sont les stratégies, les moyens pour être indépendants. Et justement, l'Union africaine devait donc organiser un sommet russo-africain pour parler des questions stratégiques, pour que l'Afrique également se dote donc de cette bombe nucléaire tant recherchée. Parce que ce n'est que cela qui pourrait donner une place, une certaine crédibilité internationale à l'Afrique au sein, n'est-ce pas, des grands rendez-vous. Par exemple, au sein des Nations Unies. On n'a pas de place au niveau du Conseil de sécurité parce qu'effectivement, on n'a pas de force nucléaire. Soit on quitte les Nations Unies et on reforme notre monde à nous parce qu'on n'a pas besoin de l'extérieur, soit on y reste, on y va avec un chantage, obligation, n'est-ce pas, d'avoir cette bombe nucléaire. Voilà comment l'Afrique peut s'en sortir. Et c'est le combat de l'Union africaine. Si l'Union africaine n'a pas encore atteint ce niveau, je vous assure, il faut dissoudre ces machins. Il faut dissoudre cette boîte. C'est une boîte qui ne pense pas l'Afrique de demain. Il y a deux choses. Déjà, cette force nucléaire, en même temps, l'économie. Pourquoi l'Union africaine ne débat pas sur des vraies questions? Où est la monnaie africaine? C'était dans les plans de Muammar Kadhafi. On a buté Muammar Kadhafi, si nous avons vu. L'Union africaine n'a pas réagi. Et cela a permis à ce que l'Afrique rentre 50 années en arrière. Nous souffrons aujourd'hui parce que où est le satellite africain? Ce sont des questions que Muammar Kadhafi, les solutions que Muammar Kadhafi apportait. Mais l'Union africaine n'a jamais considéré un seul point du combat du feu colonel Muammar Kadhafi. Aujourd'hui, nous avons Assimi Goïta. Peut-être c'est un nouveau Muammar Kadhafi. Mais où est donc l'Union africaine pour soutenir ce combat? Vous voyez bien que l'Union africaine est en train de le condamner avec l'embargo et tout ça. Heureusement que le Mali est un État également qui ne manque pas assez de ressources. Le Mali peut vivre soi-même. Vous connaissez les Kaka Moussa, c'était l'une des personnalités politiques les plus riches du monde. L'empire du Mali, je vous assure qu'aucun État occidental, peu importe le niveau démocratique aujourd'hui, n'atteint l'organisation de l'empire du Mali d'antan. Est-ce qu'on se comprend? Et j'en parlais encore ce matin. Il faudrait également revoir comment sortir même de ces machins qu'on appelle démocratie. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, de ces choses-là. Alors, il faut comprendre que toutes les actions, vous allez comprendre pourquoi même le président Paul Biya ne part pas au sommet de l'Union africaine. C'est parce que Muammar Kadhafi et lui avaient un grand combat. Comment débattre sur les mesures du pays de la monnaie africaine. Lorsque certains présidents n'ont pas voté, le président Paul Biya a compris effectivement que ce n'est qu'un machin. Il ne faut même pas accorder de crédit à l'Union africaine. Donc pour moi, l'Union africaine reste, n'est-ce pas, un tombeau de Danaï pour les Africains. Je suis surpris de voir que certains Africains y croient encore à cette institution, alors que cette institution ne nous apporte rien. Cette institution ne nous apporte rien. Il faudrait désormais que nous organisions des sommets à huis clos, de manière restreinte, entre Africains uniquement. Vous n'allez jamais voir un sommet de l'Union africaine sans qu'un Français ne soit là, sans que les représentants de l'Union européenne ne soient là. Parce qu'ils vous financent. Et on est espionné. Avec des satellites. Les États-Unis nous piègent partout et ils nous tendent des pièges, on tombe à tout moment. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette question-là. Merci infiniment, docteur Freddy Lagmé, vous qui êtes sur ce plateau. Alors, Souleymane Hamzat est toujours avec nous. Vous qui êtes expert en question de terrorisme et surtout consultant, non, expert en problématique de terrorisme, je pense bien, et expert en question de sécurité. En tout cas, on espère avec vous avoir quelques stratégies à mettre sur pied pour justement sortir de cette insécurité. Alors, parlant des États africains, docteur Freddy Lagmé le disait sur le plateau, il faudrait peut-être qu'il y ait un sommet africain à huis clos où il n'y aurait pas de Français, ni d'Américains, ni personne. Maintenant, on a vu un Macky Sall qui s'est rendu en Russie et qui a rencontré le président Vladimir Poutine, mais qui a parlé de céréales. Alors, comment, selon vous, selon les stratégies que vous pouvez avoir en tant qu'expert, on pourrait mettre sur pied tout simplement une stratégie de sécurité en Afrique qui mettrait en exergue tous les pays africains, ou du moins en action, je veux dire?
Madame Begoudé, avec tout le respect que je dois à nos téléspectateurs, ils conviendront avec moi que ce n'est pas sur un plateau de télévision qu'on peut, n'est-ce pas, exposer les méthodes de lutte contre le terrorisme. Il y a des horaires bien recommandés, n'est-ce pas, qui sont en attente de ce genre de conclusion. Mais néanmoins, il y a le b.a.-ba de la sécurité. En effet. Qui me conduit à dire ceci pour répondre à votre question. Je pense que, en tant qu'ancien soldat, officier formé dans les forces spéciales libyennes, plus précisément la Mataba, qui est le centre de résistance contre le sionisme, la réaction, l'impérialisme, le fascisme, je peux vous dire que la sécurité africaine devrait partir normalement de la sécurité d'abord de nos États. Chaque État doit pouvoir élaborer en son sein une politique nationale de sécurité et partant aller jusqu'au plus petit démembrement. C'est-à-dire qu'à partir d'un village, on doit pouvoir savoir qui rentre, qui sort et ensuite remonter, n'est-ce pas, cette forme de sécurisation de ce village-là à nos quartiers de ville, à nos villes et à nos villes à statut particulier. Mais cela ne peut se faire sans un apport conséquent en renseignement et surtout en moyens. Qui dit le renseignement pour un officier de mon rang veut dire moyens financiers. Vous êtes obligé, n'est-ce pas, à un moment donné, si je veux percer un peu, je veux ouvrir un peu la marmite, j'allais dire, d'avoir un renseignement de type un peu tripartite. Le renseignement auditif, le renseignement documentaire, et vous avez le renseignement tacite. Ce sont quelques types de renseignements auxquels, n'est-ce pas, améliorer et approfondir les États qui nous gouvernent, les dirigeants qui nous gouvernent, doivent pouvoir avoir des données, n'est-ce pas, adéquates pour prévenir l'insécurité, prévenir le terrorisme. Mais allons nous interroger sur leur capacité à financer ce genre de réseau de renseignement. Ils sont plutôt à acheter des armes, sans oublier que acheter des armes aussi répond à un autre type de formation. Parce que, en termes de formation, vous êtes obligé aussi d'avoir des hommes dont la capacité, le mental, le moral et la disponibilité opérationnelle donnent lieu à la capacité à utiliser les armes qui ont été achetées. Je m'explique. Vous achetez un PPCHA ou une Kalachnikov, disons, en Russie. En France, les officiers, nos officiers qui sont formés en France, ne sont pas formés à l'utilisation de la Kalachnikov. Ils sont plutôt formés à l'utilisation d'armes comme le HKG-36 ou le FAMAX, etc., etc. Donc, ils ont nécessairement besoin d'une formation adéquate qui les amène à l'utilisation de ces armes. Mais allons encore à un niveau plus haut. Il y a ce qu'on appelle les protocoles de niveau. Si vous formez un garde de corps tout simple, eh bien, il est certainement entre un protocole de niveau 1, 2 ou 3. Mais si vous formez un élément dans le cadre de la lutte contre dans une guerre asymétrique comme celle du terrorisme, il peut aller jusqu'à un protocole de niveau 7. Qu'est-ce qu'un protocole de niveau? Un protocole de niveau, c'est la capacité de l'élément à s'adapter aux conditions, n'est-ce pas, de combat, à s'adapter à l'utilisation des armes qui lui sont données et surtout à avoir la capacité à mijoter à partir de ce qu'il voit sur le terrain, n'est-ce pas, la possibilité pour lui de mettre en difficulté l'ennemi. Et cela est parrainé par un certain nombre d'entraînements, un niveau d'entraînement qu'on appelle des protocoles de niveau. Donc, ceci étant, si l'intéressé est formé à la protection d'une autre personnalité, il n'est certainement pas qualifié pour être formé à la je veux dire, accompagner un personnage à haut risque. C'est-à-dire une personnalité à haut risque, une personnalité qu'on peut abattre à tout point de vue, à tout moment, et dont la vie est constamment en difficulté. Je vous cite le cas de Salman Rushdie, qui devait normalement être placé sous un protocole de niveau 7. Ça n'a pas été le cas, il a été poignardé. C'est un exemple qui ne mérite pas d'être donné parce que, bon,
en tant que musulmans, ça ne vaut pas la peine. Mais allons nous interroger maintenant sur la capacité de l'Union africaine à former ce type d'éléments. On a assisté pendant 9 ans, je prends le cas du Mali particulier, et mon co-débatteur a raison à ce niveau-là, de constater que ni les forces africaines n'ont pas pris le temps de former, de réglementer au niveau des lois, et surtout d'agrémenter au niveau logistique et matériel nos armées. Nous sommes restés là à recevoir des insultes, on nous traitait de qu'on n'a rien, et si je vous prends un cas qui est patent, qui fait rire d'ailleurs, vous verrez du côté de la Centrafrique, n'est-ce pas, de la République de Centrafrique, durant la formation qui était, n'est-ce pas, faite comment on appelle, disons, à l'armée centrafricaine, mais l'ONU et la France octroyaient des bouts de bois pour servir d'armes de guerre en termes d'entraînement. Mais on entraîne quoi? On entraîne des sauvages. N'oubliez pas que sur le plan, non seulement de la tactique, il n'y était pas, sur le plan de l'armement, il n'y était pas non plus, et surtout sur le plan de la formation, n'est-ce pas, intellectuelle et militaire. Et je vais vous citer un grand homme africain, malheureusement qui n'est plus de ce monde, le président Thomas Sankara, qui nous disait que un militaire sans formation politique reste un criminel en puissance. Donc, la France et l'Occident ont contribué à affaiblir nos armées. Et partant, ne leur pas donné la possibilité d'avoir l'armement requis pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Mais de l'autre côté, c'est eux qui financent, n'est-ce pas, qui arment et qui renforcent les capacités, n'est-ce pas, opérationnelles des rebelles, des terroristes, si on peut les appeler ainsi, à mettre en difficulté nos armées. Alors, il a fallu quoi? Une scission. Et voilà là où vient intervenir, n'est-ce pas, la brillantissime capacité malienne à régénérer son armée. Il a fallu multiplier les partenariats. La Russie est arrivée, le Rwanda est arrivé, l'Iran est là, et d'autres pays encore qui aident l'Algérie, je vais citer surtout, qui aident aujourd'hui le Mali à faire renaître, descendre son armée. Et aujourd'hui, vous voyez le bilan, même en termes de capacité d'action. Aujourd'hui, l'armée malienne est citée comme étant la première puissance militaire sous-régionale. C'est vous dire quoi? D'une part, nous avons la capacité à avoir des armées capables de lutter contre le terrorisme, et cela a été d'ailleurs démontré du temps du feu maréchal Idriss Déby Itno, qui est allé à Bouna, et de l'autre côté du lac du Tchad, bouter les terroristes de Boko Haram jusqu'à 120 km à l'intérieur des terres nigérianes. C'était un exemple patent, mais qui n'était pas du goût de l'Occident. Mais Assimi Goïta, il fait la même chose. Aujourd'hui, il met en difficulté, il y a plus de bases terroristes aujourd'hui au Mali. Ils sont en décomposition, ils sont en perdition dans la nature. Ils ne font que des actions sporadiques qui, malheureusement, pour qui connaît le désert comme moi, ne peuvent que subir ce genre de pertes. Et je suis un peu endeuillé quand j'ai entendu les 42 militaires maliens qui étaient tombés au front, mais les armes à la main, qui se sont battus, mais sérieusement, pendant des... Vous voyez, même cette caserne-là, elle est totalement enclavée. Donc, il faut saluer le mérite de ces soldats, nous dire que l'Afrique a les capacités de lutter contre le terrorisme, et là, je vais chuter en attaquant le côté du financement. Je vous ai donné des exemples souvent. Prenez un pays comme le Nigeria, le Cameroun, l'Afrique du Sud, l'Algérie, qui sont des pays pétroliers, pour me situer qu'au niveau du pétrole. Ne parlons pas de l'or, du coltan, de tous les autres minéraux, comme l'a dit mon co-débatteur. Imaginez-vous que le Nigeria sorte par exemple par semaine 10 millions de barils de pétrole. Multipliez-le par le chiffre actuel du baril de pétrole qui tourne autour de 120 dollars à peu près, si je me trompe, n'est-ce pas, le baril. Vous verrez combien de zéros il y a derrière. Alors, allons chercher 0,01% de ce montant-là. Vous financez une armée
vous financez des unités de lutte contre le terrorisme. Et enfin, il va falloir une synergie au niveau du renseignement, la décision politique surtout, et éviter qu'on se fasse endormir par des visites comme celle de Macky Sall, qui d'ailleurs inaugureront d'un lendemain sûrement comme un échec pour moi. C'est un échec cette visite-là. Je ne pense pas qu'on puisse taper sur un État et revenir 8 mois plus tard dire nous venons dans le cadre d'une coopération. Moi, je ne vous recevrai pas. L'agissement du président Assimi Goïta, c'est pour prouver qu'il reste toujours la main tendue, même à ceux-là qui l'ont abandonné. Alors, docteur Freddy Lakmé, vous êtes avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes géostratège et enseignant à l'université de Douala au Cameroun. L'Afrique a donc tout ce dont elle a besoin matériellement, sur le plan des richesses, mais aussi la jeunesse qui pourrait se mettre à la disposition de la sécurité sur le continent. On a parlé de ce qui coince, mais est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un problème de volonté, mais aussi de noir dessein? Tout à fait. Il faudrait déjà évoquer la question de la volonté politique. Et la volonté politique ne peut naître qu'avec l'émancipation stratégique. C'est ce qu'Assimi Goïta est en train de faire. La volonté politique ne peut naître que si on a, n'est-ce pas, été légitimé par le peuple. Vous voyez, c'est-à-dire que si vous êtes élu par le peuple, vous êtes aimé par le peuple, vous n'avez pas besoin, n'est-ce pas, d'aller en France pour avoir la légitimité, vous n'avez pas besoin, n'est-ce pas, de vous associer ou alors de vous allier aux États-Unis pour avoir la légitimité, alors vous aurez une volonté politique pour garantir la sécurité à toutes les strates, n'est-ce pas, de votre pays. C'est-à-dire la sécurité alimentaire, la sécurité au niveau de l'éducation et la sécurité même militaire. Donc, comme mon confrère l'a dit tout à l'heure, et je vous avoue que j'ai été très édifié par justement des notions techniques de stratégie qu'il a évoquées tout à l'heure dans ses propos. Donc, je voudrais vous dire que la question de volonté politique n'est justement est liée à la question du nationalisme. Lorsque vous êtes nationaliste, c'est-à-dire vous avez l'amour de la patrie. Il ne faut pas tout le monde aujourd'hui qui dit je suis patriote, je suis nationaliste, mais il soutient ce qui est faux. Ce n'est pas ça, être nationaliste. Être nationaliste, c'est quoi? C'est de vouloir pour les autres ce qui est meilleur pour vous. C'est déjà ça. Et c'est de là que peut naître dans cette volonté politique. Alors, si déjà les Africains ou le dirigeant africain, tous ensemble, de manière synergique, essaient déjà d'avoir cette volonté politique, de faire renaître, n'est-ce pas, l'Afrique et mettant sur pied les mesures susceptibles d'aider tous les Africains. Il faut déjà combattre la famine. On a tous les moyens aujourd'hui pour lutter contre la faim en Afrique. On a besoin du pain. On n'a pas besoin du PNUD. On n'a pas besoin de tout ce démembrement onusien pour venir, n'est-ce pas, nous apporter de quelconques aides. Et il faut bien comprendre que l'aide est un facteur de paupérisation à jamais. Ça n'a jamais été un facteur de développement. Il faut toujours le répéter. C'est quelque chose que les Africains doivent comprendre. L'aide est toujours accompagnée, n'est-ce pas, d'une main de fer pour vous gouverner, pour vous diriger et pour vous imposer, n'est-ce pas, certaines lois. Vous voyez qu'on nous impose même le mot sexualité parce qu'on est toujours en train d'aller quémander, alors que nous avons tout sur place. Donc il faut déjà faire attention. Il y a déjà ce problème-là. La volonté politique ne peut naître que si on est nationaliste déjà. Si on a l'amour de la patrie, l'amour pour son continent, l'amour pour son prochain aussi. Il ne faut pas oublier. Donc, pour avoir dans cette volonté politique, il faudrait que tous les chefs d'État africains se mettent ensemble, qu'ils aient une même vision. Cette vision stratégique ne peut naître qu'avec plusieurs débats et plusieurs volontés. Mettons les moyens en jeu. Et je vous disais encore ce matin que l'Afrique est divisée en 5 enjeux stratégiques. Mais ce ne sont pas les Africains qui ont divisé, n'est-ce pas, l'Afrique en 5 enjeux stratégiques. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Ceux qui l'ont fait n'ont pas respecté, n'est-ce pas, les limites culturelles. Ils ont plutôt limité, ils ont plutôt mis sur pied, n'est-ce pas, les frontières en fonction de leurs intérêts. Et ça se comprend. Oui. C'est-à-dire que si on avait respecté, n'est-ce pas, les frontières en fonction des cultures, le Gabon, la Guinée serait une partie du Cameroun. Et la Zambie, le Zimbabwe serait une partie de la RDC parce que c'est un même peuple. Je répète à Zimbabwe dit que l'empire Lumba-Lunda, qui est l'actuel RDC, c'est un fils Luba, le fils du chef Luba, qui est allé fonder l'empire du Moné Motapa. Et lors de la colonisation, les Cécile-Rhodes ont donc divisé en Rhodésie du Nord et en Rhodésie du Sud. Est-ce qu'on se comprend? C'est ce qui est devenu donc la Zambie et le Zimbabwe. Alors que ce sont les petits-fils des Congolais
Ils parlent presque la même langue, ils ont la même culture. Les Zoulous, ils sont bantous. Ici au Cameroun, ils sont bantous. Voilà déjà comment il faut voir, comment repenser l'Afrique. Et ayant donc fait cela, l'Afrique centrale, c'est-à-dire la CEEAC, peut devenir, n'est-ce pas, une sphère d'industrialisation des produits uniquement agricoles ou alors des produits miniers pour toute l'Afrique. C'est-à-dire que tous ces États devraient se concerter et mettre sur pied, n'est-ce pas, une giga industrie, n'est-ce pas, pour transformer les produits alimentaires et nourrir toute l'Afrique. Oui. Le premier combat, c'est d'abord de combattre la faim en Afrique. Lorsqu'on va combattre la faim, il faut refonder, n'est-ce pas, les modules de formation, c'est-à-dire l'éducation. Oui. Parce que les modules de formation ont été importés et imposés. On nous enseigne l'hégémonie occidentale à l'école. Alors que dans les basses classes même, il faut déjà enseigner même aux enfants les notions de géostratégie, les notions de développement stratégique et les notions, n'est-ce pas,